Tout commence au Burkina Faso, un pays niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, béni par des terres fertiles et des richesses minérales, mais écrasé sous le poids de décennies de politiques imposées par l'extérieur. Ibrahim Traoré n'était pas un bureaucrate en costume-cravate, ni un politicien formé dans les écoles élitistes de l'Occident. Non, c'était un fils du peuple, un militaire aguerri, forgé dans la poussière des champs de bataille où il avait vu la misère de son peuple de ses propres yeux. Imaginez la scène, des enfants burkinabés, assis par terre dans des salles de classe sans lumière, étudiant à la lueur vacillante de bougies parce que le réseau électrique national avait été privatisé et vendu à des investisseurs étrangers qui fixaient des tarifs exorbitants. Des hôpitaux où les lits étaient cassés, où les médicaments manquaient, où des mères mouraient en donnant la vie parce que le FMI avait exigé des coupes dans les dépenses publiques pour accorder ses précieux prêts. Des jeunes diplômés, des milliers d'entre eux, tenant fièrement leur diplôme, mais errant sans emploi, car les industries capables de les embaucher avaient été démantelées sous la pression des politiques de libéralisation. Traoré en avait assez. Il voyait son pays, et toute l'Afrique, comme une prison pour débiteurs, un continent riche en ressources mais maintenu dans la pauvreté par un système conçu pour l'exploiter. Il savait que pour briser ces chaînes, il devait affronter le géant, le FMI. Le moment décisif survient lors d'une conférence internationale à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. La salle est remplie de diplomates en costumes impeccables, de banquiers au sourire poli, et de représentants du FMI, confiants dans leur pouvoir. Traoré monte sur scène, vêtu de son uniforme militaire, sans notes, sans fioritures. Sa présence impose le silence. « Je m'appelle Ibrahim Traoré », commence-t-il, sa voix grave et assurée résonnant dans la salle. « Je ne parle pas avec le vernis des diplomates de carrière. Je ne porte pas le parfum des conseils d'administration multinationaux. Je n'ai pas été formé à Washington ni préparé à Genève. Je parle depuis le champ de bataille, où mon peuple saigne et où la terre se souvient. Je parle pour une nation qui a trop longtemps été traitée comme une prison pour débiteurs, et aujourd'hui, je m'adresse directement au Fonds monétaire international, non pas avec des mains tremblantes, mais avec une voix enracinée dans des siècles de douleur africaine et maintenant d'éveil africain. » Un frisson parcourt l'assemblée. Personne ne s'attendait à ça. Traoré poursuit, implacable, vous vous présentez comme un médecin bienveillant, prescrivant des remèdes économiques aux nations malades. Mais vos remèdes tuent les patients. Vos prêts arrivent avec des sourires, mais ce sont des flèches empoisonnées enveloppées dans des contrats. Vous parlez de stabilisation, mais vous livrez l'étranglement. Vous parlez de réforme, mais ce que vous voulez, c'est l'obéissance à des modèles conçus dans des laboratoires étrangers, jamais destinés au sol africain. Nous ne sommes pas votre laboratoire. Nous ne sommes pas vos pions dans votre jeu d'échecs économiques. La salle est figée. Les représentants du FMI échangent des regards nerveux. Traoré ne s'arrête pas là. Il dénonce les conditionnalités qui vident les services publics, qui forcent les jeunes à l'exil, qui pillent les richesses nationales au profit de firmes étrangères. Nous ne danserons plus au rythme de vos exigences, proclame-t-il. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle conversation, pas entre débiteurs et prêteurs, mais entre égaux, entre nations, entre la vérité et le mensonge. Ce n'est pas un communiqué de presse, c'est un règlement de compte, et il commence maintenant. Le FMI réagit vite et fort. Dans les jours qui suivent, des communiqués officiels qualifient les paroles de Traoré d'irresponsables. Et de menace à la stabilité économique mondiale. Les agences de notation, comme Moody's et Fitch, annoncent une dégradation imminente de la cote de crédit du Burkina Faso, rendant l'accès aux marchés financiers encore plus difficile. Les médias internationaux, souvent alignés sur les intérêts occidentaux, dépeignent Traoré comme un leader imprévisible, un radical dangereux. Mais ce n'est pas tout. Des rumeurs circulent, des sanctions économiques sont en préparation. Des investisseurs étrangers commencent à retirer leurs fonds, plongeant l'économie burkinabé dans une incertitude immédiate. Le FMI orchestre une campagne subtile mais brutale pour isoler Traoré et son pays, espérant le forcer à plier. Pourtant, Traoré avait un atout que le FMI sous-estimait, son peuple. Dans les rues de Ouagadougou, la capitale, des milliers de personnes se rassemblissent. Des pancartes proclament « Non au FMI » et « Souveraineté ou rien ». Les jeunes, en particulier, voient en Traoré un héros, un homme qui ose dire ce qu'il ressent depuis des années. Traoré n'était pas qu'un orateur passionné, c'était un stratège rusé. Il savait que pour gagner cette bataille, il devait jouer sur plusieurs fronts. D'abord, il mobilise son peuple. Il organise des assemblées publiques dans tout le pays, expliquant en termes simples comment les prêts du FMI maintiennent le Burkina Faso dans la dépendance.
Il nous prête 500 millions de dollars, dit-il lors d'un rassemblement, et nous repayons 2 milliards sur des décennies avec des intérêts, des frais et des clauses qui vendent nos richesses. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'esclavage moderne. Ensuite, il se tourne vers l'extérieur. Lors d'un sommet de l'Union africaine, il lance un appel audacieux, nous ne pouvons pas affronter le monde en tant que 54 voix dispersées. Nous devons nous unir économiquement, politiquement, technologiquement. Construisons des chemins de fer de Lagos à Dar es Salaam, des centres de données pour protéger nos savoirs, des alliances pour défendre notre paix. Le FMI et ses alliés passent à la vitesse supérieure. Ils orchestrent une attaque sur la monnaie burkinabé, le franc CFA, une devise contrôlée par la France et liée à l'euro. Une dévaluation soudaine fait grimper l'inflation, le prix du pain double en une semaine, les carburants deviennent inabordables. Les opposants de Traoré, financés par des forces extérieures, fomentent des troubles. Des manifestations violentes éclatent à Ouagadougou, et des rumeurs de coups d'État circulent. Traoré organise un dialogue national, invitant même ses détracteurs à la table des négociations. Nous sommes un peuple, déclare-t-il à la télévision nationale. Nos ennemis veulent nous diviser, mais ensemble, nous sommes plus forts qu'eux. Traoré joue son coup de maître. Lors d'une réunion secrète avec des leaders africains, il propose le « Pacte de Ouagadougou », une zone de libre-échange et une union douanière entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Ghana. Le pacte est signé dans une cérémonie retransmise en direct. Les échanges commerciaux intra-africains explosent, les investissements affluent, et l'économie burkinabé commence à se redresser. Après des années de lutte, Traoré remporte une victoire historique. Le Burkina Faso devient un modèle de résilience, inspirant un mouvement panafricain pour la souveraineté. Dans un discours émouvant, Traoré déclare « Nous avons prouvé que l'Afrique n'est pas condamnée à la dépendance. Avec du courage et de l'unité, nous pouvons accomplir des miracles. » Son héritage ? Un continent éveillé, prêt à revendiquer sa place dans le monde.